Chers amis mélomanes et cinéphiles, bonjour. Salut Philippe. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir une fois de plus dans ton fief secret, Dans ma grotte. dans ta grotte d'Ali Baba. Alors, nous faisons une petite vidéo aujourd'hui d'acquisition récente. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Des acquisitions principalement en vinyle. Euh, et nous allons faire un ping-pong entre une sélection de 5 et 5. Donc, on va faire un petit aller-retour entre Laurent et moi. Et qu'est-ce qu'on entend par acquisition? Donc, nous allons parfois à la chasse au disque, Laurent? Ça nous arrive? C'est notre sport favori. C'est notre sport favori, c'est inquiétant ou pas? Non, ça va, c'est pas dangereux pour la santé. Voilà, on fait de mal à personne, il n'y a personne qui reçoit des bombes, enfin bon. Ok, alors, une chasse au disque, est-ce qu'on dit nos endroits ou pas? Non, hein? Je sais pas, ou alors c'est comme les places à champignons, on ne les révèle jamais. Ah, voilà, Ben exactement. allez, on a été 2 fois, je crois, à Lausanne. On a été faire un tour à Lausanne. Ah, c'est bien Lausanne, hein. En Et, matière de disquaire. ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba, Lausanne. C'est une ville charmante, avec des hauts et des bas sur le plan topographique. C'est assez étonnant, comme Ouais, la ville est agréable. la ville est Il y a agréable. toute une partie piétonne. Alors, si vous cherchez des disques intéressants, Lausanne est effectivement une destination très intéressante. Ouais, 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 top. Alors, on a été faire les oeuvres un peu là-bas. Et donc, comme toujours, ce qui nous anime, c'est la passion musicale. Nous sommes des mélomanes, nous aimons la musique avec passion, c'est le sens de ce terme mélomane. Et par l'entremise de supports discographiques, nous allons partager avec vous donc des récentes acquisitions. Naturellement, nous avons fait une sélection très difficile, Laurent. Ouais, enfin, je crois qu'on peut dire nous avons beaucoup acheté en fait ces derniers temps à travers des chasses aux disques et puis parce qu'il y a beaucoup de sorties vinyles, beaucoup de rééditions, il y a beaucoup de tentations. Et nous cédons parfois à la tentation. Voilà, très rarement, pas plus d'une fois par semaine. Non, quand même pas à ce point-là, Pas à mais ce point-là, ok. ouais, ouais, une sélection. Ouais, j'aurais pu choisir un tas d'autres trucs. On s'est arrêté à 5. On s'est arrêté à 5 pour cette vidéo. On verra si on creuse le sujet ultérieurement ou pas. Mais enfin, l'important, c'est d'échanger, de partager avec vous cette passion pour la musique. Et en second lieu, pour le vinyle, c'est vrai, c'est un support très beau, très intéressant. On va vous montrer une flopée de très beaux objets. Et le support vinyle, quand même, Laurent, connaît toujours un engouement assez fou, justement à cause de toutes ces rééditions. Oui, c'est toujours aussi vrai. Ça fait déjà quelques années que c'est vrai. Alors, on achète du vinyle depuis le lycée, hein, toi-même avant, je crois. Début des années 90, et puis à partir de 95, j'entendais dire ah, mais ça revient là. Et puis, c'était pas tout à fait vrai. Puis à partir de 2000, là, ça a commencé à revenir. De plus en plus, et ouais, actuellement, c'est impressionnant, hein, dans les grandes surfaces multiculturelles, les bacs de vinyle ont largement dépassé les bacs de CD qui sont devenus Plus secondaire. réduits à peau de chagrin. C'est vrai, et nous assistons, j'allais dire, à une hystérie vinylique. Peut-être le terme est un peu exagéré, mais une folie vinylique ces récentes années. Même Karen Cheryl est réédité, que nous apprécions. Enfin bon, Ça reste un marché de niche, mais ouais, j'ai pas les chiffres en tête, mais ouais, c'est quand même marqué, hein, c'est ça qui est fou. ouais. Donc, de très nombreuses rééditions dans tous les styles, même le classique, même le jazz, même la pop ou la chanson, disons, très légère, les plaisirs coupables et d'autres choses, sans parler bien sûr des nouveautés. Même les disques qu'on trouve à 2 balles dans les marchés aux puces. Elles sont rééditées. Eh ouais. Ouais, il manque plus que Jacques Lantier et Charles Dumont. Là, ces deux-là, peut-être, sont pas encore réédités. Ah, va savoir. Mais peut-être ça pourrait venir, hein, on ne serait Ah pas, ouais. on serait pas surpris. Même Georges Brassens, les grands chanteurs ont été réédités, etc. Léo Ferré, j'en passe et des meilleurs. Alors,
Par quoi commence-t-on, Laurent? Comme tu es la puissance invitante, je te laisse l'initiative de ton premier choix. J'ai choisi un disque acheté l'an passé. Le groupe s'appelle Al Masrian, si je le prononce bien. C'est un vinyle noir classique en simple. Musicalement, on est un petit peu dans la funk, la pop, un tout petit peu le disco. Et un peu la chanson. Et la chanson, ils sont égyptiens. Et Ils ont commencé vers 1977. c'est le monde arabe. Et si on pense à Kalthoum ou Férouz, on est quelque chose. D'ailleurs, l'album s'appelle Modern Music. On est sur quelque chose de quand même plus accessible à nos oreilles occidentales. J'aime beaucoup il y a un esprit quasiment dessin animé parfois là-dedans, parce qu'on alterne les chanteuses, chanteurs. Il y a un petit peu de bruitage, même s'ils sont souvent faits avec des synthés. Très gros sens de la mélodie, très accrocheur. Ok. Et nous avons donc une collection Habibi Funk. C'est un label, un sous-label de Jakarta Music que j'ai découvert à la télé, je crois. Lors d'une interview, il parlait d'un autre gars du label, une de leurs découvertes. Il s'agit de Fadoul. Ça, je crois que c'est un Algérien. C'est dans un autre genre. C'est du rail? Non, c'est funk. Ok. Mais avec un esprit un peu punk. C'est rugueux, c'est parfois approximatif. Mais c'est vraiment, moi, ça me fait sauter en l'air, c'était génial aussi. Et j'ai hésité entre Al Masrian, voilà, qui reste mon préféré, et puis Maha, c'est une égyptienne qui fait de la chanson elle a une voix forte, puissante, contrôlée. Elle a aussi gros sens de la mélodie. On peut souligner chez le label la qualité des pressages, ils se décarcassent pour trouver tous ces artistes oubliés, c'est souvent de la réédition. Le Al Masrian que j'ai présenté, c'est une compilation. Puis à chaque fois, on a un livret avec leur travail, de très belles illustrations, les commentaires. Il y a un travail iconographique et de recherche d'archives Il y a remarquable. un gros travail. Alors là, ils en sont à chercher des cassettes, puisque ça sortait beaucoup en cassette à cette époque-là dans le monde arabe. Absolument. Et alors pour Al Masrian, ils ont été rendus célèbres notamment par la série télé Rami. J'ai une anecdote à ce sujet. J'avais fait écouter ce disque à une amie de passage à la maison parce que je trouvais excellent. Et après, une autre amie lui parle de la série Rami qu'elle regarde. Puis cette amie lui dit: Ah, mais en plus la musique est super et tout. Et cette amie lui dit: Ah, bah ouais, je connais ça, c'est Al Masrian. Alors que c'est un groupe complètement obscur. Donc c'était bluffant, c'était amusant. Ok, on peut dire que ce groupe a commencé vers 1977 jusqu'à 1988. Voilà, t'as travaillé, hein. Je sais pas tant en dire. Oh, j'ai pris des notes comme ça. Voilà, mais il n'y a pas des discographies aussi carrées que sur les groupes occidentaux parce qu'ils ont fait des publications comme ils ont pu avec un bout de cassette là, Ouais, tout à fait. un disque là, une compile là. C'est un peu anarchique, mais voilà, une très bonne compilation du groupe. Top. Donc en fait, nous avons là un travail d'archivage sonore basé sur la musique arabe ou moyenne-orientale. Et donc ce label est spécialisé, mais ils ne sont pas fixés sur la funk, en fait, c'est folklore. Moi, je n'aime pas le terme world music, je préfère dire les folklores. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je trouve aussi que world music, ça veut un peu peu, tout et rien ouais, dire. ça veut rien Je ne dire. sais plus qui racontait qu'il était en visite chez un disquaire à New York et que Yves Montand était classé dans la world music. Ah, ouais, voilà. Ouais, donc alors, il est un fait que les classifications musicales nous aident à avoir des repères, mais il est évident que tous les amateurs de musique et de vinyle ont un peu leur classement en tête, ils se font un peu leur propre synthèse. Il y a des grandes lignes directrices, mais voilà, en général, chacun a un peu... pour la personne qui a mis Yves Montand dans la world music, pour lui ça avait un sens, mais pour nous, pas trop, quoi.
Ok, donc on peut rappeler aussi que Habibi en arabe signifie mon amour, mon chéri ou mon cher ami. C'est étonnant. Ouais, j'ai cru comprendre ça aussi. Donc il y a ces deux registres amoureux et amical. Et alors personnellement, moi j'ai écouté, puisqu'on a écouté les disques de l'un et de l'autre. C'est surtout lui qui avait le temps. Voilà, voilà. Eh bien, mais lui aussi il l'a fait. Là, j'étais moi studio. Ah, oh, mais il est modeste. Donc moi, je suis, pour ce qui est de l'égyptien, donc je ne connais rien, mais moi, ce que j'aime, je vais vous montrer une petite cassette. Alors, dans la musique arabe, moi, j'aime beaucoup Cheb Zawani. J'ai retrouvé une cassette que j'ai depuis des années. Donc, Cheb Zawani, c'est algérien. Tu as parlé d'un groupe algérien, là, hein? Je crois que Fadou est... Ah non, marocain, pardon. Ah, c'est marocain, ok. Ah, on le surnomme le James Brown marocain. Alors, moi, j'aime beaucoup Cheb Zawani. Et c'est ce qu'on appelle de la raï, de la ou le raï, je sais pas, Du rail, je du dirais. raï. Bon. Et c'est algérien et c'est vraiment top, c'est très typé. Bah, j'ai écouté Al Masrin, mais j'ai pas trouvé ça très... Pour la funk, pour moi, la langue arabe se marie mal avec ce style de musique, à mon avis. Mais bon, je préfère en anglophone. Qu'est-ce que je pourrais citer? Par exemple, Cameo ou Chalamar en funk, je me trouve pas mal. Mais sinon, c'est pas ma spécialité. T'en as un peu de la funk, toi? Très, En dehors de... très peu. Très très peu. C'est pas notre tasse de thé, Ouais, je vraiment. cherche le nom. Ouais, un ou deux classiques, mais Ouais. non, c'est pareil. Genre Kool and the Gang, Voilà, c'est ce genre Kool de... Ouais, Chic. j'ai du Kool and the Gang. Mais j'en parle très mal. Ah, bah, bon. Ok, alors, ce que j'aime aussi en musique arabe, c'est les groupes des monarchies, pétromonarchies. Ils ont des ensembles assez sophistiqués avec des musiques, des ensembles avec des instruments traditionnels. Et par exemple, il y a un artiste que je trouve assez exceptionnel, c'est Khalid Al-Sheikh. Donc Khalid avec Khalid, Al-Sheikh, Shahikh. C'est un chanteur du Bahreïn et je vous recommande sa chanson Hayneki. Bon, je prononce très mal, mais ça s'écrit Aynaki. C'est un morceau de 17 minutes. C'est les mille et une nuits, c'est la musique moyenne orientale que j'adore, exquise, sublime, sophistiquée, avec une belle orchestration savante. Alors il y en a pour 17 minutes, je mettrai le lien du titre, on le trouve sur YouTube dans la description de la vidéo. Voilà, donc, mais sinon en musique arabe je connais pas grand-chose, même si on a beaucoup exploré dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, mais alors la musique arabe, assez peu. Moi, ça m'a pris il y a quelques années seulement. Et puis à travers ce label, je prends vraiment goût à ça. Ouais, il y a des choses intéressantes, c'est sûr. C'est certain. Alors, nous sommes des grands explorateurs. Voilà, nous avons fait une parenthèse sur la musique, disons, moyenne-orientale, d'une manière très succincte, hein. Et nous allons passer à mon premier disque. Alors, figurez-vous que je vais vous montrer mon choix, moi. C'est l'album d'Halloween, Better Than Raw. Better Than Raw. Mieux que cru. Voilà, avec une belle sorcière très sexy. Voilà. Alors, sur Halloween, nous allons parler d'Halloween. Laurent connaît mieux le sujet que moi. Mais il y a en ce moment de très belles rééditions post-Caméléon, pour ceux qui connaissent cet album. Un album qui est sorti vers 93. Donc il y a en ce moment à la FNAC, pour ne pas la nommer, notamment, et autres lieux du style, des très belles rééditions d'Halloween avec des disques en couleur. Et cet album-là est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je voulais montrer. Alors Laurent, qu'est-ce que tu connais bien Halloween? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe Halloween? Ce sont des Allemands.
Ouais, on appelait ça speed mélodique à l'époque. Moi, j'appelais ça comme ça. Ok, Bah, c'est le terme qu'on trouvait dans les magazines à l'époque de la sortie des premiers. ok. Euh, ça y est, Genre, Keeper of the Seven Keys, plutôt en début de carrière, a été plébiscité fameux. Et puis j'ai ressorti, alors pas tout, hein, mais et d'ailleurs celui que tu montres, c'est le seul que je n'ai jamais écouté, ah, je crois, de toute leur carrière. J'aime bien leur tout début. le premier mini LP en 85, premier album en 86, Oh, Walls of Jericho. les deux sont très courts, hein. Mais là, on est dans quelque chose de plus agressif, cru, brut, mais déjà avec des refrains très accrocheurs. J'aime beaucoup cette période. Et puis, C'est très bon. Alors en fait, effectivement, on peut dire que Halloween. Alors moi, je parlerais plutôt de heavy metal ou ouais, moi je dirais power metal. Discog dit power metal. mais il y a en tout cas un côté baroque entre, Voilà, entre lyrique. entre la force du métal et le côté très mélodique, Ouais, mélodique accrocheur. accrocheur. Ouais. Voilà, il y a vraiment une alliance entre power metal, speed mélodique. Bon, pour moi, le speed, c'est du trash, mais pourquoi pas? Et puis je vais montrer celui-là aussi, Pink Bubbles Go Up. Voilà. Alors là, ils ont vraiment essayé de se renouveler. Celui-là est particulier, mais c'est mon préféré du groupe. Il y a une performance vocale du chanteur des débuts, Michael Kiske, qui est extraordinaire. Un excellent chanteur qui est toujours là. Il est parti et puis été remplacé par Andy Sneap, je crois, Mhm. qui est, je pense, sur Better Than Raw. Oui. Et maintenant, c'est un groupe choral où on reprend tout le monde, on est tous potes. Ouais. Mais Il y a des groupes qui font ça, des vieux de la vieille. les derniers albums sont excellents, je trouve. Oui. Nous avons eu Giant and Monster, leur dernier album en 2025, que je trouve excellent. Écoutez Savior of the World, c'est mon titre préféré du dernier album en date qui est sorti l'année dernière de Halloween. C'est un groupe qui a beaucoup de succès, beaucoup de talent, donc là aussi à juste titre. Et le précédent album est sorti en 2021, où il n'y avait pas de... Ça s'appelle Halloween, que j'ai trouvé aussi phénoménal. Écoutez Robot King. Robot King. Tu le fais bien, en tout cas. Ouais, enfin bon. Ok, alors Halloween, une grosse pointure, très célèbre. Ouais, ouais, ouais. Depuis 85, ils sont encore là, ils sont exceptionnels, ils ont toujours beaucoup de succès, mérité. Ouais, je trouve aussi.
Un groupe remarquable. Alors, j'essaye de me retrouver dans mes notes. Hop. Alors, nous allons passer maintenant à ton deuxième choix, Laurent. Ouais, alors C'est Megadeth. c'est tout simplement le dernier Megadeth. On a déjà parlé du groupe ensemble, Absolument. mais il se trouve qu'ils ont sorti celui-là entre-temps, que c'est peut-être le dernier. Théoriquement le dernier. Alors, vraiment, j'ai trouvé super, un des tout meilleurs. La production, je trouve, est à souligner. C'est d'une clarté extraordinaire. Et puis Dave Mustaine, le leader du groupe, grand chef depuis le début, hein, il a le chic pour s'entourer de guitaristes Virtuose. virtuoses, vraiment excellents. Lui-même est très bon à la guitare. Euh, on avait eu juste avant, celui-là je ne l'avais jamais montré, je l'ai acquis récemment, Dystopia, qui doit être de 2016. Il y avait Kiko Louleiro, un ex-Angra à la guitare là-dessus. Et ouais, là, au niveau guitare, c'est génial. Et Ouais, puis un là, album que je connais pas, mais la là, pochette est sympa. ils ont embauché un Finlandais qui fait le job plus que bien. Et je trouve que si vraiment cet album est le dernier, ben, c'est bien joué, parce qu'on sent beaucoup de sincérité dans la voix de Dave Mustaine. Et il y a des titres émouvants. Euh, Je dirais un album à la fois punchy et aussi plus tranquille ouais. par rapport au précédent qui était bien rentre-dedans, hein, dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Je remettrai le lien aussi. Un titre comme The Last Note est quasiment en forme de testament. Il est assez extraordinaire. Et j'aime beaucoup Let There Be Shred. Let There Be Shred. C'est là le titre. On y va, les guitares dans tous les sens. Et ça m'a évoqué le shred qui était très populaire dans les années 80. C'était le label Shrapnel. Ah oui, où il y avait notre ami Tony McAlpin, je crois. Je crois aussi. Ouais, Il y en tout a premier, eu. tout Il un y a eu tas, une ouais. époque où il en sortait un par semaine de ses manches, le gars Shrapnel. Et voilà, un autre grand guitariste, peut-être Shredder aussi, un de ces guitaristes qui font défiler les notes Ah, mais Malmsteen, j'aime beaucoup. à une vitesse incroyable, Suédois, hein. avec plus ou moins de talent, mais là, en l'occurrence, ouais, c'est un des meilleurs du genre, Malmsteen. Et puis alors, je ne sais pas si je parle du format de ce vinyle-là. Mais bien sûr, nous avons, et d'ailleurs, sur Attention cette... au bruit. Attention au bruit. Alors, nous allons essayer, je vais voir si je peux mettre des extraits des vinyles en question. Et en principe, on espère que ça passe avec les droits d'auteur. Sinon, je les enlèverai, tant pis. Et nous avons, pour ce nouveau Megadeth, une édition Liquid File. Liquid Field, on dit. Parce que file, c'est le dossier. Liquid Field. C'est-à-dire rempli de liquide. Ah ben voilà, Laurent Voilà va la nous bête. montrer. Voilà la bête. Alors, Regardez, elle bouge encore. c'est quand même une curiosité. Donc Laurent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mettre du liquide dans les vinyles? Eh ben, je sais pas, moi j'ai vu ça sur internet et puis on m'a dit bah ok, je te l'offre en cadeau, un copain. Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis très jaloux. Alors j'ai du bon, d'accord. Et ça sonne bien déjà, faut dire ça avant tout. On peut se demander si c'est fonctionnel. Oui, oui, si, le disque sonne très bien. Y a Ok. pas de problème. Il est très épais. Il y a deux plaques Ouais, qui on sont... va pas bien voir là, mais ouais, c'est un sacré pavé, hein. C'est un sacré pavé. Et donc il y a du liquide là-dedans. C'est quelle drôle d'idée. N'est-ce pas dangereux ce liquide, Laurent? Est-ce que ça peut pas s'échapper au bout d'un moment? Bah, moi je pense pas. Mais bon, on verra. On verra à l'usage. Non, c'est pas un liquide toxique, hein. Je crois pas qu'on puisse dire dangereux. Non, mais par contre, ça pourrait s'épancher Ah, sur des vinyles autour. Si ça se répand sur le reste de la collection, ce serait dommage. Ah, ça serait très embêtant. Car autant l'eau, c'est la vie, mais l'eau peut être aussi très destructrice et abîmer tout ce qui bouge. Ouais, un bel album Testament, peut-être, sans doute. Alors peut-être. Effectivement, Megadeth, donc le frontman Dave Mustaine, a dit qu'il raccrochait les Gaules. Alors, j'ai écouté un peu cet album, moi je le trouve intéressant, mais je préfère quand même le précédent. Donc, je vous renvoie à notre précédente vidéo où nous parlons principalement de Megadeth, du thrash metal et du speed metal aussi. Mais ça reste un album très sympa. J'aime bien
Another Bad Day, par exemple, et puis le single Tipping Point. Tipping Point, qui est sorti. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube de ce single. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors bien sûr, Megadeth, c'est une grosse pointure aussi. Ils ont fait dans ce dernier album une reprise de Ride the Lightning, n'est-ce pas Laurent, de Metallica? Oui, tout à fait, puisque Mustaine avait participé à la composition lorsqu'il faisait partie de Metallica. Et comme il a visiblement gardé une certaine rancœur sur son dernier album, il s'est dit bah, je vais leur montrer que moi aussi je peux la faire et mieux. J'aime mieux la version de Metallica. Alors je pas le préfère, titre, oui, pareil que toi. Je c'est préfère la version pas Metallica. le titre le plus indispensable de l'album. Non, et puis c'est un peu un bonus track, on va dire. Voilà. Mais alors Mais il s'est l'album, fait plaisir et naturellement, point de vue droit d'auteur, il a parfaitement le droit de reprendre ces mais titres-là. si ce qu'on peut dire c'est que Dave Mustaine, mais bon, Megadeth a parfois tenté des aventures musicales plus ou moins réussies. Les albums comme Risk, il y en a un ou deux autres comme ça que je n'ai pas forcément. Là on est dans le pur thrash metal. Voilà, exactement. Megadeth est revenu à du punchy comme beaucoup de ses anciens groupes, Creator et bien d'autres, qui, même en étant dans l'âge 50, 60, 70 ans et plus, font dans le punchy, dans l'agressif, et il y a énormément de cas similaires. Donc voilà. Alors ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai de beau dans ma sacoche? Eh bien, j'ai choisi cette très belle réédition de Spiritual Healing de Death. J'essaye d'éviter les reflets là, je crois que ça va. Donc, les albums de Death, nous en avons parlé avec Laurent dans notre vidéo consacrée à Massacra et au Death Metal. Je vous y renvoie aussi, je remettrai le lien. Donc, Death, c'est le groupe fondateur, c'est le groupe qui a fondé le Death Metal. Donc, si vous voulez davantage d'explications didactiques, Laurent et moi, on s'est prêté au jeu dans une précédente vidéo où on a essayé de faire un peu le tour du phénomène. Donc, comme tout est réédité, Death aussi. Et là, nous avons une magnifique édition Splatter, Merge Splatter. Donc, avec des couleurs bleues, c'est très beau. Donc, je mettrai en post-prod un petit extrait. Ah, tu me l'avais pas montré. C'est vrai que la pochette a des reflets argentés. Là, c'est de la belle réédition. C'est de la belle En tout réédition. cas, pour la pochette, je sais pas comment ça sonne, mais Ça sonne très très bien, la qualité est très bonne. Parce qu'effectivement, on va en reparler après aussi. Mais bon, pour ce qui est de la musique de film, on a eu des hauts et des bas en termes de la qualité dans ces récentes années, ce qui fait que moi j'ai pris un peu mes distances. Et après, j'ai vu que la qualité est revenue, donc globalement. Et donc, du coup, je me suis réinvesti dans le vinyle récent. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, je me souviens plus. C'est le 3, 4e, ça, troisième. Troisième album en Troisième. 1990. C'est mon préféré. C'est un album exceptionnel. Tendre monstruosité, c'est ce qu'avaient dit les journalistes de Metal Hammer France à l'époque, en 1990.
Ouais, ah, j'ai une petite préférence pour Scream Lady Gore, Premier album en 87. avec lesquels je l'avais découvert à l'époque du lycée, on peut le dire ça? Bien sûr. Tu m'avais enregistré ça en cassette. Et donc, quand on n'a pas trop de disques de cassette, ça tourne, ça tourne. Et donc, Scream Lady Gore, et là, il va être dur à détrôner, hein. Excellent album. Bon, Death, c'est une discographie exceptionnelle. Il y a, je crois, si j'ai noté ça quelque part, 7 albums, il me semble. 7 albums entre 87 et 98 sur 11 ans. Alors, on compte pas les démos d'avant. Beaucoup de groupes font des petites choses avant, des cassettes. Pendant des années, ben, c'était la cassette audio pour faire ce qu'on appelait des démos. Après, bien sûr, il y a eu d'autres technologies. D'ailleurs, même les cassettes sont revenues en odeur de sainteté, Oui, dans le métal, la plupart des sorties sont également disponibles en cassette actuellement. en cassette audio. C'est Mm. incroyable. Ouais, c'est chouette. C'est étonnant. D'ailleurs, moi, j'ai une souscription Terror Vision. Je vais en reparler après. Donc, voilà, Death. Je vous renvoie à cet album exceptionnel. Et pourquoi celui-là plus qu'un autre? C'est l'album que je préfère de loin. C'est celui que j'ai le plus écouté. C'est un album de légende. Euh, les structures sont... Alors, c'est du death metal très posé, comme ça. C'est comme une espèce de machine qui tourne. Et il y a un virtuose, c'est Murphy. Ah ouais. Chuck, je me souviens plus son prénom. Ça me reviendra après. Et c'est Murphy, hein. James Murphy. Voilà, James Murphy. Et c'est un virtuose. Et donc, il y a du ping-pong entre Schuldiner, Leader. le leader, le fondateur, Ouais, un petit côté Mustaine, hein, d'ailleurs, hein. voilà, Chuck Schuldiner et James Murphy, qui est un virtuose qui a œuvré dans plusieurs groupes. Alors évidemment, c'était pas facile, le line-up était très instable, comme pour Megadeth, parce que lui aussi, comme Mustaine, Chuck Schuldiner avait quand même disons, une très forte personnalité, donc il est clair que pour les autres musiciens, c'était pas toujours évident. Mais bon, disons, au fil des albums, Schuldiner a été de plus en plus dans la complexité. Donc, je dirais que les 4 premiers albums sont vraiment des albums de légende. Et après, à partir de Individual Thought Pattern et Symbolic, et le dernier, eh bien, je dirais que ça s'adresse ce sont des albums difficiles d'accès, des albums avec une difficulté d'écoute assez certaine, Plus intellectuel, ouais. Et plus alors, intello. j'ai pas essayé Control Denied, avec qui Schuldiner a joué aussi. J'ai jamais écouté. C'était son side project, un projet parallèle, effectivement. Et ben, il nous a quand même laissé un héritage du coup de environ une petite dizaine d'albums, hein, je compte pas les lives.
Il y a eu des rééditions Death, donc tous les albums sont réédités en splatter, là il y a du splatter bleu puisque la pochette est bleue, dans les tonalités bleutées. Scream Bloody Gore est sorti en splatter rouge, évidemment, etc. Donc voilà pour Death. Euh, Ensuite, nous allons passer à ton autre choix, ton troisième choix, Laurent, Mais bien sûr, on passe donc du coq à l'âne. où on passe du coq à l'âne. On va aller dans la variété française, la chanson française, avec le dernier album de Feu Chatterton, 2025. Absolument. C'est peut-être mon album de l'année en 2025 ou parmi mes préférés. J'ai découvert le groupe lors d'un festival à Chamonix, c'était Musielac Chamonix, il n'y a eu qu'une ou deux éditions. J'étais venu surtout pour Beth Ditto, C'est une chanteuse? la chanteuse de Gossip, ouais, Ah, ok. qui a fait une très belle prestation. Et puis on a découvert après, je les ai découverts à ce moment-là, Feu Chatterton. Et on s'est dit, ah, c'est pas mal ça. Puis après, plus le concert allait, on se dit, ouais, c'est vachement bien, hein. Et Ils ont du talent, Arthur, indéniablement. Arthur Teboul a un côté dandy, assez classe, mais il est bon danseur et puis il sait déconner aussi. Il a une voix très unique, Ouais, particulière, qui t'évoque Alain Barrière. qui m'évoque, moi, Alain Barrière, effectivement. Et j'aime bien sa qualité d'écriture aussi. Il écrit de très beaux textes. Alors là-dessus, vous avez entendu à la radio, peut-être allons voir. Il y avait Ginger, un gros tube aussi sur l'album précédent. Et puis j'aime particulièrement sur cet album le morceau Mille vagues. Très joli morceau que nous allons mettre en post-prod. Il me semble que ça fait allusion à un décès dans leur entourage, mais ça fait plus globalement allusion au deuil, à la difficulté de deuil de proches. Le morceau est émouvant, très touchant, Alors, très bien écrit. effectivement, Feu Chatterton, donc c'est un groupe parisien. Ils ont fait 4 albums studio, si on compte pas des musiques de films. Ils en ont fait 2. Et je compte pas les lives aussi. C'est effectivement un groupe qui a beaucoup de talent, indéniablement, ce qui est quand même assez rare dans la chanson française, disons, contemporaine de ces récentes années, ne crois-tu pas? Ouais, c'est pas un des genres que je suis le plus, mais je trouve qu'il y a des talents quand même. Hmm. Euh, J'aime aussi de la chanson moins récente, voire ancienne, mais c'est plus rare. Mais j'aime pas dire c'était mieux avant. Bon, c'est Alors, vrai que c'était mieux avant, mais mais il y a des talents. Il y a alors, oui, vraiment des talents. c'est-à-dire que, alors moi j'ajouterais dans la chanson française que j'aime énormément, aussi d'autres pays, euh, il y a une très haute qualité dans la chanson française, c'est l'évidence, tout le monde l'admet, même les gens à l'étranger. Et il est un fait que pour les jeunes générations, c'est extrêmement difficile de proposer quelque chose d'innovant pour des gens qui sont quand même très expérimentés comme nous, j'ose le dire. Voilà, tant pis pour la modestie. Mais on a quand même, disons, pas mal de vécu, beaucoup écouté. Donc, il est un fait que Feu Chatterton, dans ce registre, moi, je dis, ils m'intriguent beaucoup. Donc, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et d'ailleurs, j'ai un album d'eux qui Ah, s'appelle Palais d'argile. C'est le troisième album avec une pochette violette. On a essayé d'éviter les reflets. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a sur la pochette. Violette, je la vois bleue, moi. Ouais, bleu-violet, non? C'est pas du violet, ça? Je suis peut-être daltonien, pour moi c'est bleu. Ah, ok. Bon, de toute façon, avec l'âge, les yeux, enfin, surtout les miens. Toi, tu tiens bien encore. Ouais, j'ai Moi, de il la me faut chance. des lunettes, enfin, voilà. Mais enfin, un album qui est très sympa aussi, c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Et effectivement, voilà, ça me fait penser à Alain Barrière. Alors, il est clair qu'on ne peut pas égaler Alain Barrière, à mon sens, parce que c'est très très bon. Ne rigole pas, ça suffit. Bon, j'aime beaucoup la chanson, la variété aussi. Toi, Laurent, t'es plus sélectif quand même, hein, dans la chanson française. Ouais, je suis peut-être un petit peu moins nostalgique, voilà. Ok. Le... Mais il y a des choses anciennes que j'adore. Ouais. Bah voilà. Alors, Feu Chatterton, c'est vrai, ils sont très bons. On peut pas dire, ils ont du talent, ils sont doués, ils sont iconoclastes.
par rapport à la grosse meulasse mainstream qui a déjà, il n'y a pas de vocodeur, vous vous rendez compte? C'est un miracle. Pour l'instant, en tout cas, pas de vocodeur. Quand on regarde la pochette, et puis j'évoquais, il y a une rose, là, ça pourrait évoquer la tristesse. Le groupe, c'est aussi se montrer festif, avoir des influences électro. Et puis quand c'est du français, ben, j'aime que je suis particulièrement sensible à l'écriture. J'aime qu'il y ait des bons textes. Et là, c'est avec Feu Chatterton, j'aime beaucoup ça aussi. J'aurais pu parler du dernier Indochine en 2025 que j'ai beaucoup aimé. Mais alors voilà, s'il faut choisir celui-là, alors pour la qualité d'écriture peut-être. Alors moi j'ajouterais que je ne suis pas très sensible au texte. C'est logique par rapport à mes goûts principaux qui se logent plutôt dans la musique instrumentale. Mais j'admets que parfois je peux être touché par un texte, effectivement. Mais c'est plus à l'arrière-boutique, je dirais. Pour moi, c'est surtout la musique que je perçois. Oui, Mais les textes est un art, oui, certainement. celui-là est en vinyle noir, donc il y avait toute une pile de vinyle couleur quand je l'ai acheté. J'ai bien demandé le noir, puisque comme chacun le sait, les disques couleur, c'est pour les enfants. Exactement. Et comme je suis un grand enfant, c'est pour ça que j'adore ces disques de couleur. Alors, il est un fait que les récentes rééditions, tu seras puni quand même, tu seras privé de disques pendant 1 heure, hein. Et il est un fait que de nombreuses rééditions sont systématiquement splatter, vinyle, couleur. Alors moi j'adore ces disques-là, Laurent, t'es plus mesuré, mais tu en as. Ouais, on n'est pas radicaux, ça va. Voilà, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a un phénomène récent, en effet, que le vinyle noir est devenu un peu la portion congrue de ce marché vinylique surflorissant. C'est une curiosité, n'est-ce pas? Ouais, mon raisonnement, c'est toujours que au lieu de faire des vinyles de toutes les couleurs, machin chouette, il ferait mieux de faire la plus grande attention possible au son et à la qualité, hein. Il y a encore des disques pas toujours très plats, ça sonne pas toujours. Tu le disais tout à l'heure, là, dans les temps les plus récents, ça s'est de nouveau amélioré, on a de Voilà. nouveau des bonnes choses, mais On a de nouveau de la qualité et moins de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. des disques qui sonnent pas Mais super ou qui sont pas plats, on en a vu, hein. alors c'est ça, c'est la technologie s'améliore sans cesse, sans doute, faut-il l'admettre, ou c'est l'hypothèse actuelle, puisque on a des disques de couleur, des splatters et des disques noirs. Ben moi j'aime les deux, hein, parce que ma base c'est quand même, à mon époque, les disques de couleur, ça existait déjà. Ça existait même déjà, même dès le 78 tours, ça existait déjà, même les pictures, hein. Mais c'était quand même très réduit, c'était quand même extrêmement réduit en termes de nombre, tandis que là, alors ces récentes années, c'est vraiment la mode. Si un artiste ne sort pas au moins une couleur ou un splatter ou un merge, alors merge c'est un peu des couleurs au bord du disque, enfin c'est, voilà, il y a le smoky aussi, smoky, je sais pas comment on prononce, fumé, enfin, il y a plusieurs variantes, et puis il y a les couleurs unies, et il y a des choses de plus en plus surprenantes, notamment chez Earache, qui vont sortir bientôt un coffret Ball Thrower avec carrément le disque coupé en deux, avec des mix entre splatter et merge, enfin des choses assez techniquement qui doivent être assez complexes. Foutu hasard. Enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent. Tu ne connais plus la peur. Je relis à peine ton dernier message qui dit à demain. Demain éternel, ton nouveau rivage. Ouais,
On avait dit qu'on digressait pas trop, hein. La vidéo, elle va faire 2 heures, hein. Ah, mais voilà, bah, de toute façon, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Alors, ensuite, moi, on en est au quatrième, hein. Toi, c'est ton quatrième, hein, Ouais. je pense. Alors, Non, troisième. troisième. Non, justement, c'est là qu'on est long. Ah oui, t'as raison. Alors, ensuite, moi, je vous ai choisi le dernier ange, Cunégonde. Voilà, un double vinyle. Alors, bizarrement, le CD est sorti d'abord. D'habitude, c'est l'inverse, ou c'est en même temps. Donc, du coup, j'ai acheté le CD, puis j'ai bien écouté l'album. Et ensuite, ils ont sorti un double vinyle. Alors, Laurent Ange, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ange? Tout d'abord, on vous a menti, puisqu'il vous a dit que j'avais tout bien révisé, tout bien écouté. Et j'avoue que je ne l'ai pas écouté, j'ai été pris par le temps. Mais ça va se faire, parce que ça m'intéresse quand même. Alors, ouais, tu vas le dire sans doute, on retrouve le fils là-dessus aux commandes. Voilà, Tristan Descamps. Donc, le Ange, c'est un groupe français qui a commencé dans les années 70, on va dire, si ma mémoire est bonne, 72, je dirais 72. Ouais, 72, les tout premiers albums, Caricature, et puis bien sûr le célébrissime Cimetière des Arlequins, qui est sorti, je crois, la même année, hein, il me semble. Euh, Peut-être. Ouais, il me semble. Donc, un groupe qui existe depuis de nombreuses décennies, fondé par les frères Descamps. Nous avons Francis et Christian Descamps. Et le fils Tristan, qui a maintenant repris la barque, puisque son père commence à aller bien dans l'âge, Christian Descamps. Donc, un groupe exceptionnel et une très longue carrière dans l'excellence. C'est un de mes groupes préférés. Donc, Ange, c'est ce qu'on appelle le progressif rock. Donc c'est un de mes groupes préférés dans ce vaste univers qu'on appelle le progressif rock. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce style de musique, Laurent? Ah, nous avons... Ah, c'était pas vidéo gag, mais C'était pas vidéo gag. La chaise, elle tient. ouais, j'ai survécu. On coupera au montage peut-être ou pas. Ah Tu non, veux que je coupe au montage? surtout pas. Ah d'accord, très bien, très bien. Je Le tiens prog, compte de son... Le prog, partir de King Crimson, je pense, hein, toute fin des années 60-69, on essaye de progresser, faire progresser la pop et le rock vers de nouveaux horizons en cherchant des influences, de nouvelles choses vers la musique classique, vers le jazz, vers la world. Ce sont des musiques sophistiquées, des morceaux longs, des musiciens virtuoses. Absolument. Mais tu as parfaitement bien résumé déjà. Et en France, là, on a une passion commune pour ces groupes français de prog. Il y en a plein. Ouais, Atoll, Wapassou, Carpe Diem. Il y a Mona Lisa, beaucoup de choses intéressantes. Pulsar, Pulsar. j'en passe. Et pour une fois, je dirais que ce sont les plus connus, Ange, qui sont les meilleurs. Ils sont exceptionnels, exceptionnels. Et j'ai une véritable passion pour cet album de Ange qui s'appelle Guet-apens. Guet-apens, attention au reflet. Ouais, il y en aura là. Guet-apens, c'est 79. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est 79, je dirais. J'ai été dilettante sur mes révisions. Mais c'est là-dessus qu'il y a le morceau Réveille-toi. Réveille-toi. Et il y a Captain Cœur de Miel. Voilà, pour les plus connus. Et lorsque j'ai vu Ange, je les ai vus 2 fois. La dernière fois que je les ai vus, ils faisaient encore ces deux titres au moins, Captain Cœur de Miel, ils l'ont fait même sur scène, ouais. la précédente tournée. Ouais, et c'est marrant parce que tu expliquais la longue carrière du groupe. Et j'ai vu leur tournée d'adieu en 1995 qui s'appelait Rideau. Oui, il y a eu un live d'ailleurs qui était très bon. On est en 2025, le nouveau Ange. Et 2025, il est même sorti fin 2025, je dirais, hein, ou début 26. Ouais. Enfin, tout récemment. Donc si vous achetez Guet-apens, il faut absolument qu'il y ait le jeu de loi dedans, sinon ça compte pas. On le trouve assez facilement parce que le groupe a eu beaucoup de succès à juste titre. Donc effectivement, pour moi, le progressif rock, je dirais qu'il y a 2 aspects dans le progressif rock. Il y a l'aspect on part du point A pour arriver au point B avec des développements. Et il y a l'aspect on présente un tableau général.
un tableau musical dans sa globalité, on pourrait dire choral quelque part. Euh, et en général, les groupes progressifs, alors il y a bien sûr les plus connus, Yes, Genesis, Pink Floyd et d'autres, eh bien en général, ces groupes marient un peu ces deux aspects-là. Et effectivement, des gens virtuoses. Alors si vous écoutez Yes, par exemple, là on a des musiciens extraordinairement virtuoses, Steve Howe, Rick Wakeman, mais pareil dans Ange, on a Hassan Hdi, qui est un guitariste exceptionnel, et les autres ne dépareillent pas. On revient chez les personnes moyen-orientales. Et dans cet dernier album, on a vraiment tout ce qui est extraordinaire dans Ange, de la poésie, de la légèreté, un aspect émouvant et une inspiration exceptionnelle. Ça a toujours été le cas avec Ange. Et alors, toi, tu préfères plutôt les premières années. Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, ça donne envie. Hein. J'aime beaucoup le Ange des années 70. Et puis il y a des albums des années 80 que je trouve bien comme Moteur, Vue Ah ouais, d'un j'adore, chien. Vue d'un chien. Je suis moins fan, je trouve qu'il n'y a pas la magie du Ange des années 70. Et même le dernier que j'ai écouté, c'est Le Bois travaille même le dimanche. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, il a un truc bien moyen celui-là. Hein. Bon, Mm. alors moi par contre j'aime tout Ange, il y a vraiment tout. Et puis je vous recommande aussi Francis Descamps en solo. Donc les frères se sont beaucoup aimés, et puis après il y a eu un peu du désamour, puis du re-amour, même s'ils n'ont pas... Francis a tracé sa voie. Mais je vous recommande aussi Francis Descamps, au moins les 2 ou 3 premiers albums, Histoire de fou, qui est sorti en même temps que Guet-apens en 1979. La vie en positif, exceptionnelle, qui est sorti vers 92-3, je crois. Extraordinaire groupe, beaucoup de talent, et je pense que le fils Tristan va reprendre la barque. Alors, le père, Christian Descamps, continue de composer pour le groupe, mais il a arrêté la scène parce que, voilà, au bout d'un moment, il y a des limites, n'est-ce pas, physiologiques contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Mais alors, on peut dire encore, Laurent, sur le progressive rock, que c'est quand même un genre, mis à part les grosses pointures que beaucoup de gens connaissent, ça reste quand même un genre assez confidentiel. Parce que trop élitiste. Ça n'a pas toujours été vrai. Hein. Aujourd'hui, les groupes de prog ont sans doute des ventes très modestes, mais à une époque, Ils avaient la cote. ouais, ils avaient la cote. Hein. Fin des années 60, des années 70. Les Yes, Genesis étaient quand même très populaires. Hein. Alors, effectivement, un de mes groupes préférés, Ange, et Genesis aussi,
Genesis, pour moi, c'est le meilleur groupe du monde. Il me plaît à le dire. Une discographie exceptionnelle. On est dans l'excellence, on est dans la sophistication, on est dans l'intellect aussi beaucoup, dans la musique virtuose, mais aussi dans le sensitif, dans la sensation, dans des grands, comme je disais, une musique chorale au sens littéral du terme, c'est-à-dire un grand tableau, comme si vous regardez un grand tableau au Louvre qui fait 8 mètres sur 10, puis vous avez une grande fresque comme ça. Donc le progressif, c'est tout ça, c'est un genre passionnant, mais il y a aussi un très très grand nombre de références qui sont seulement pour les initiés, que seuls les initiés connaissent, comme notamment le label Musea, qui a Ouais. édité énormément de groupes progressifs du monde entier, y compris le Japon. Ouais, c'est un microcosme foisonnant. Absolument. J'étais en train de repenser, je parlais de qualité d'écriture avec Feu Chatterton, alors avec Ange et Christian Descamps, là, le top du top, j'ai même, j'allais dire des vers, bon, c'est des textes, des paroles de Ouais, chansons, des mais vers, c'est oui. presque des vers qui extraits de cet album-là, lorsqu'il chantait La vie s'allume d'une rivière de diamants, quand ma pensée feuille en automne, je suis venu me conduire en amant. Oh là, ça m'a toujours scotché. Effectivement, grande qualité. J'ai eu la chance de les voir en 2009 pour la sortie Souffleur de vers, justement. Vers, donc V-E-R-S, les vers en poésie. Nous avons failli les voir plus tard, quelques années après, mais il y a eu un problème de main chez notre ami Tristan, je crois. Ouais, c'était ça, je crois. Le concert avait été annulé. On espère les revoir dès que possible. Un groupe exceptionnel. Voilà. Donc voilà pour cette parenthèse sur le progressif rock et ange. Alors, ensuite, vers quel disque nous allons? Laurent, nous Là, allons vers le tonnerre, je crois. ouais, c'est une histoire de météo. Ça, c'est un coup de cœur de l'an dernier. Sur un réseau social, ce que j'aime bien dans ces réseaux sociaux, Facebook, on va dire, ce sont les groupes de passionnés de telle et telle chose. Et j'adhère, enfin, je suis un groupe de passionnés de vinyle, un groupe du Québec, gros groupe, hein, très chouette. Et Tonnerre, le groupe, est venu faire sa pub là. J'ai cliqué parce que ça avait l'air d'être du hard rock, je suis assez amateur du genre. Et ouais, c'était le coup de cœur, j'ai tout de suite commandé le disque, édité sur un label italien, Cruz del Sur. Ça, c'est édité sur un label italien. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est le mondialisme. Ouais. Un groupe canadien édité sur un label italien. Du coup, je me suis dit, cool, j'aurais pas les frais de port depuis le Canada, tout ça, mais Eh ben si. depuis l'Italie, c'était quand même assez cher. Mais j'ai eu un tel coup de cœur pour ce disque. Alors, c'est du hard rock. Relativement simple, basique, mais très bien fait. On ne peut pas échapper à l'influence AC/DC quand on parle de hard rock simple et bien fait. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec AC/DC. D'après Ah ce que tiens, j'ai écouté, non? Toi aussi?
Ah si, moi je retrouve une influence. Ah, C'est pas pareil, évidemment. bon. C'est hard rock ou ça peut tirer vers le rock peut-être, mais je dirais quand même hard rock. Ouais, moi je Et suis assez d'accord, ouais. ils ont un côté, ils revendiquent d'ailleurs un côté rural. Apparemment, ils viennent d'une région rurale du Québec. J'aime beaucoup ça. Je me sens en adéquation avec ça. Il y a beaucoup de textes, je parle encore des textes, sur la nature. Il y en a même un sur les pans, les phénomènes aériens non expliqués, sur les civilisations oubliées. Alors je vous invite à lire les livres de Charles Berlitz, hein, entre parenthèses. Voilà. Et voilà, gros coup de cœur. On Effectivement. parle parfois certains parlent, je trouve, abusivement de rock occulte, puisque effectivement il y a des thèmes un peu mystiques sur la forêt, sur les civilisations oubliées. C'est un peu aller loin dans le délire de parler de rock occulte, mais ils ont Ouais, c'est un terme un peu exagéré, voilà, je mais trouve, musicalement, alors moi j'ai écouté, petit côté mystique. j'ai trouvé très bon. J'ai écouté, J'ai j'ai pas trouvé très bon. fini. Ah, t'as pas fini? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Mais vas-y alors. Non, allez, à toi, C'est le vieux couple. j'ai assez parlé à Tu toi. fais la vaisselle. Non, mais tu pourras rajouter après, évidemment. Alors moi j'ai écouté cet album, je le trouve très bon. Effectivement, c'est leur premier album, 2024, qui est sorti, qui s'appelle Nuit Sauvage. C'est un groupe canadien. C'est vrai que le Canada, je connais pas grand-chose de ce pays. Bah, ouais, j'y suis pas vraiment allé non plus, hein. J'y suis jamais allé non plus. Mais enfin, c'est un immense pays, donc évidemment, il y a des tonnes de groupes dans tous les genres, dans tous les styles. Il y a Céline Dion. Enfin bon, qui est une très bonne chanteuse. Tu digresses encore. Ouais, je digresse. Alors moi, ça m'a fait penser Alors, ils sont canadiens, mais pour moi, c'est comme du métal français. Genre Blasphème, Thunderstick. C'est chanté en français, on n'a pas dit, hein. C'est chanté en français. Voilà, Ah, oui, c'est important. C'est important. L'album s'appelle La Nuit Sauvage. La Nuit Sauvage, c'est chanté en français. Ça m'a fait penser à des vieux groupes de hard français, Blasphème, Thunderstick, Beauty and the Beast. Je sais pas ce que Thundersticks sont anglais. Ah, Thunderstick sont anglais? Ouais, Ah, d'accord. Bon, alors dans le style musical. Mais Anthracite, Sortilège, Blasphème, c'est français par contre. ouais, ouais. Attention, hein. Attention, pas en cucu. Ouais, des fois, on a des coquilles ou des lapsus. Alors moi, j'ai trouvé ça très bon. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Effectivement, c'est un hard rock un peu tranquille, on dirait du hard rock français. C'est pas très rentre dedans, hein. C'est posé, c'est bien franchouillard. Moi, je le trouve excellent. Franchouillard. Ouais, mais... C'est pas un compliment, ça. Alors si, pour moi, si. Pour moi, si. Mais c'est-à-dire dans le style, quoi. Voilà. Là, tu cites des groupes comme Blasphème ou Anthracite qui, pour moi, font du métal. Là, c'est vraiment du hard rock. Mais bon, Alors pour moi, le hard rock, c'est le début du métal. Non? Pas pour toi? ouais, ah, là, on se lancerait Ah, dans on se une lance dans les débats. discussion beaucoup trop longue. Alors, je mettrais facilement en parallèle cet autre groupe québécois, Corbeau, avec l'album Illégal. On a aussi une chanteuse derrière le micro, c'est le cas chez Tonnerre. Ah, il y a une chanteuse? Ouais, c'est une femme au chant. Ah, c'est pas Et très très courant. eux sont plus hard rock, là c'est plus rock hard, c'est du rock qui tire volontiers vers le hard rock. Alors pour moi, c'est du rock. Et, ah, t'as écouté un peu aussi ça? Non, mais selon, Ah, ça, pour selon toi, la c'est... définition. Pour moi, ça, c'est du métal, même si c'est très tranquille. Ah, d'accord. C'est le Et début. eux avaient eu un certain succès sur la scène québécoise. Ils ont, entre fin 79 et 2000, 2002, ils ont fait des albums et un bon succès dans les années 80. Et effectivement, ça c'est excellent aussi. C'est un très beau, très bon combo. Magnifique. On parle beaucoup de la forêt là. Moi j'aime bien la forêt. La nuit dans la forêt, il se passe des sensations extraordinaires. On retrouve ça là. Alors je souhaiterais dire sur le métal, c'est un terme générique, relativement récent. À mon époque, on avait une espèce de gradation. En gros, on pouvait considérer le hard rock, le heavy metal, le thrash metal, le speed dérivé du thrash, death metal et black metal et grindcore. Et dans cet univers-là,
il y a des gradations dans, disons, le côté punchy. Et j'aime bien, moi, la métaphore de l'échelle de Richter. Ou par exemple, Tonnerre, que l'on vient de présenter, que Laurent vient de présenter, je dirais que c'est du 1 dans l'échelle de Richter, ce qui n'indique en rien la qualité. C'est deux choses différentes. Il y a la qualité subjective, bien sûr, selon vos goûts, votre expérience, votre oreille musicale. Et il y a l'intensité du métal. Et là, on peut aller dans des choses, on peut aller jusqu'à très haut dans l'échelle de Richter, n'est-ce pas? Nous en avons parlé dans notre vidéo sur le death metal, je vous y renvoie. Ouais, je suis d'accord avec cette échelle d'intensité. Après, mais on va pas parler encore. On serait trop long, mais On a le temps, on est open bar aujourd'hui. pour moi, le hard rock et le metal, c'est quand même deux choses bien différentes. Même s'il y a des groupes qui sont entre deux. Ok, très bien. Alors ensuite, c'est mon tour. Alors je vais vous montrer une magnifique réédition de Vendredi 13, deuxième du nom, réédité. Donc la musique du film Vendredi 13, le deuxième, qui est sorti en 1981. Voilà une très belle réédition chez Waxwork Records. Voilà. Alors une réédition en merge violet, plus ou moins violet. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de musique de film. Donc Laurent, tu connais quand même assez bien la musique de film, quoi que tu en dises. D'accord, bon. Je sais même pas des fleurs en plus. Il est modeste. Non, j'ai pas l'impression de connaître très très bien le genre, mais ça m'intéresse aussi, ouais. Alors, nous avons exploré. Alors, Vendredi 13, ce sont des films que moi j'appelle des psycho-killers. C'est une série de films de 1980 à 2001. En gros, il y a eu une dizaine de films. Donc le premier Vendredi 13 est sorti en 1980. Et nous avons des histoires d'horreur par rapport à une vengeance. Ça, c'est le premier film, avec une mère qui se venge sur des moniteurs de camping peu scrupuleux. Et ensuite, le film est parti sur une espèce de légende avec le fils qui est décédé. Ça, c'est le parti pris du premier film. Mais un fils qui, dès le deuxième film, revient. Voilà, en gros. Et ensuite, il y a eu des évolutions diverses et variées. Peut-être un jour, je ferai une petite vidéo sur le sujet, on verra. Mais là, nous parlons de la musique de film d'un compositeur, comme son nom ne l'indique pas, Harry Manfredini, qui est américain. Et il a composé une centaine de musiques de films. Et il est bien sûr archi célèbre. Il est toujours vivant, il a 81 ans, quelque chose comme ça, l'ami Harry Manfredini. Alors peut-être qu'il a des origines italiennes, c'est fort possible. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est né aux États-Unis. Et il est connu pour être quasiment le principal compositeur. Il a composé quasiment tous les Vendredi 13, presque. Et alors, est-ce que tu as déjà écouté Laurent? Il me semble que tu connais. Vas-y.
Oui, un petit peu, mais j'ai acheté ce vendredi 13 lorsque j'étais étudiant. J'ai dégoté ça dans un vide-grenier. À l'époque, on trouvait des disques quand même plus facilement. C'est le troisième, aussi Et par Harry Manfredini. voilà, avec les lunettes pour voir la pochette en relief, on s'est amusé avec ça tout à l'heure. Ça marche bien, hein. Ça marche encore assez bien. Et c'est le troisième. Et là, ils disent partie Un, 1, 2, 2, 3. 3. Ouais, absolument. Donc en fait, nous avons là un très beau pressage américain, effectivement, qui est assez rare dans la sphère occidentale ici en Europe, bien évidemment. Aux États-Unis, on peut le trouver, ou bien sûr sur Discog. Il y a eu une édition chez Milan qui se trouve entre guillemets plus facilement. Donc Manfredini, il a fait, je pense, fortune avec les musiques de Vendredi 13. Mais musicalement, t'as pas parlé de musique en fait. Alors musicalement, nous avons là une musique extrêmement difficile. Une musique paranoïaque, avec des cordes, une musique dingue. Alors faites un essai, mettez n'importe laquelle des musiques de Vendredi 13, premier, deuxième, troisième, quatrième, mettez ne serait-ce que 10 secondes avec un auditoire, et les gens vont vous dire tout de suite, c'est pas possible. Mettez un masque blanc également. Et voilà, ils vont dire, on peut pas, c'est pas possible. Donc c'est une musique, alors je vous avais parlé de mon échelle de difficulté, effectivement, la musique de Vendredi 13, c'est une musique dingue, au sens littéral du terme, paranoïaque, folle, euh, avec des sonorités comme ça, stressantes, Dissonante. dissonantes. Et je dirais que c'est une musique très difficile. Sur mon échelle de 1 à 5, je la classerai en 5, c'est-à-dire une musique qui s'adresse à des gens qui ont une grande oreille et une capacité d'écoute assez importante. Eh bien, malgré cette difficulté extrême de ces musiques des Vendredis 13, elle est sans arrêt rééditée depuis des décennies. Sans arrêt, sans arrêt. Donc, par exemple, Waxwork. Donc, je vous avais parlé de Waxwork en vous disant méfiez-vous des vinyles. J'avais des souscriptions, j'ai arrêté. Et maintenant, ces récentes années, j'en ai racheté un, deux, ça allait, donc j'en ai re-racheté. Donc celui-là, il passe très très bien. Voilà. Elle est beau. Ouais, il est très beau. Donc je vais passer aussi en post-prod. Vous verrez, le vinyle est très beau. Et vous comprendrez tout de suite en écoutant cet extrait, si YouTube nous le permet, hein, parce que je le redis, si YouTube me dit pas question. Bon, des fois, les droits d'auteur, ça passe, des fois pas. Et je voulais vous montrer aussi, concernant Vendredi 13, des magnifiques rééditions chez Terror Vision. J'en ai déjà montré, j'avais montré le 4, là il s'agit du 7. Donc vous avez Fred Molin, qui est aussi un compositeur américain, qui est intervenu avec Harry Manfredini. Donc j'ai noté ça. Voilà. Vous avez le Jason Goes to Hell, Jason va en enfer, qui est sorti tout récemment là, qui était quasiment inédit. Bon, il y a eu un CD en 1993.
Donc, et puis j'en ai encore, là. Et de la belle cassette avec des paillettes. Des belles cassettes. Là, vous avez le Jason Leaves, c'est le 6e. Musique très difficile aussi, hein, vraiment. Mais ça a un succès fou. Dès qu'il y a un label, que ce soit Waxwork, Terror Vision, il y a La La Land aussi, qui a fait des rééditions des scores, ensuite Complete Score, ensuite Archie Complete Score. Enfin, ils ont fait tous les tiroirs possibles et imaginables pour sortir le moindre morceau de chaque film. Voilà, super musique. Donc Jason Leaves, c'était en 86. Un nouveau défi, c'était en 88, avec Fred Molin, qui a composé entièrement la musique du 8. Jason Takes Manhattan. Jason Goes to Hell, une rareté, 1993. Et je voulais vous montrer aussi une belle rareté. Un coffret La La Land, une intégrale. Voilà, un coffret La La Land qui est assez rare. Alors sur Discog, on le trouve entre 80 et 700 $, selon le pressage, l'ancienneté, etc. Donc vous avez comme ça 2 triples CD avec les musiques donc des Vendredi 13 de 1 à 6. Voilà, ce qui veut dire que si vous voulez continuer la suite, 7, 8, 9, il faut passer par d'autres éditions. Voilà, avec un très beau booklet, comme ça. Voilà, donc, Harry Manfredini, voilà, là vous avez un portrait de l'ami Harry Manfredini. Alors lui, il a fait le Jackpot avec Vendredi 13. Il a composé le Jason 10 aussi, excellent film en 2001. Bon, moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de nostalgie avec cette saga Vendredi 13. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire encore? Donc tu l'as quand même écouté cet album, Laurent? Ouais, il y a très longtemps, ouais. C'est une musique folle, très difficile, non? Ouais, bon, ça colle au film aussi, mais c'est tordu, hein. C'est très tordu, voilà. Le côté angoissant colle au film, et puis après, moi j'ai pas écouté Manfredini à travers d'autres BO, tu l'as sans doute fait. Oui, il y a Swamp Thing, il y a House 1 et 2. C'est plus accessible que les Vendredi 13. Ah ouais, là on est dans le corset, Ouais, avec Vendredi 13, on est dans le corset. particulièrement, je veux dire. Ouais. Particulièrement difficile. D'accord. Si vous arrivez comme moi à écouter 2-3 Vendredi 13 d'affilée, c'est que vous êtes solide. Voilà, je m'envoie des fleurs un peu, c'est gratuit. Ça fait du vendredi 39, ouais. Ouais, voilà. Alors j'espère un jour un nouveau Vendredi 13. Alors il y a eu The New Line, ils ont fait une espèce de film un peu artificiel entre Freddy, les griffes de la nuit, et Jason. C'était Freddy vs Jason. Le film est sympathique, mais un peu artificiel quand même. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un Vendredi 13 numéro 11, puisque évidemment, Jason Voorhees est une espèce de figure immortelle, invincible. Il revient tout le temps, même dans Jason Goes to Hell, il est pulvérisé par une armée entière. Il revient quand même dans le 10. C'est Donc, Terminator, quoi. Ouais, non, alors ça n'a rien à voir, mais disons, c'est une allégorie d'une figure, disons, un peu comme Michael Myers. Voilà. Mais musicalement, moi j'aime beaucoup. Nous allons passer à ton dernier, il me semble. Ouais, on va passer à un groupe islandais Exactement. qui est Solstafir.
Alors on essaie d'éviter trop de reflets. Alors, on voit quand même là. Comme ça peut-être? Ah oui. Ouais, enfin je sais pas, Ouais. j'essaye ouais. On a une belle pochette. Ouais, un disque massif, hein. Je vois que ton vendredi 13, c'est pareil. Là, souvent, les éditions vinyles, aujourd'hui, sont, au moins, en tout cas, en ce qui concerne les pochettes, c'est gros, quoi. C'est grand, c'est épais, ouais, Oui, c'est bien. d'ailleurs le vinyle, des fois même quand on l'a sorti, des fois on n'arrive plus à le rentrer dedans. C'est ballot. Ouais. Musicalement, je qualifierais ça de post-metal. Pas très connaisseur dans le genre, mais Qu'est-ce que ça veut dire? eh ben, c'est une nouvelle voie pour le métal qui n'est pas celle du deathcore ou du metalcore ou du metal groove. On retrouve là des ambiances tout à fait mélancoliques. Il y a un certain nombre d'albums, je ne les connais pas tous, loin de là, de ce groupe. Je les avais découverts avec un précédent, là, Ota. J'aime bien le fait qu'il chante en islandais. Je n'aime pas l'uniformisation qui nous guette à travers la mondialisation. Donc ça c'est un autre album du même C'est groupe. un album précédent, ça, ouais. Alors l'Islande, effectivement, Là, on ressent hein, le froid, la dureté de la nature. alors black metal ou pas? Hop, Non, pas du tout. pas du tout. Certains titres, il y a des relents de black metal, ouais. Mais non, pour moi, c'est ce qu'on appelle le post-metal. Alors, je sais pas si tu as écouté Mogwai. Là, on dit post-rock plutôt. Mogwai, c'est les Français? Non, je crois pas. Alors moi j'ai un groupe Mogwai, mais je crois, hein. Peut-être je me trompe. Parce on a tellement de choses. Non, Mogwai, ils sont pas français, je crois pas. Ou alors un homonyme. Je revérifierai après. Ouais, il y a vraiment un climat, une ambiance, un petit peu, ouais, beaucoup de mélancolie, voire du désespoir. C'est un petit peu noir, mais pas toujours, ça dépend comment on le ressent. J'ai revu tout récemment le film Metalhead, qui se passe aussi Avec une jeune fille. ouais, dans ces paysages, dans ces contrées scandinaves où il y a parfois pas mal de solitude, la rudesse de la nature, et puis où il est difficile de faire sa place quand on a des passions comme ça, un petit peu bizarres pour des musiques bizarres. Alors c'est là, c'est, Et ça me fait penser au climat de ce film aussi. j'ai vu la bande-annonce de ce film dont tu parles. On voit une jeune fille qui se grime comme les musiciens dans le black metal, un genre de musique, peut-être nous en parlerons un jour, on verra. En parallèle, je montre rapidement celui-ci. Ça, c'est un groupe hollandais. Alors, vous lisez très bien, n'est-ce pas, le Oui. nom de Morvigor. Bien sûr. Là, on est aussi on dit post-black. C'est un black qui évolue vers des guitares lancinantes. Post-black. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le post-black? Des guitares lancinantes, c'est moins brutal que le pur black metal. Mais alors qu'est-ce que le black metal, Laurent? C'est ta faute, t'as voulu mettre les pieds dans le plat? Non, ce sera Pour une autre fois peut-être. un jour, peut-être, on verra plus tard. Ok. Alors nous allons laisser le black metal. Ça me fait peur, le black metal, pas le genre, mais D'en parler maintenant. D'en parler correctement. Ça fourmille tellement. Oui, c'est un Voilà, genre très donc, intéressant en tout si cas. vous aimez Solstafir, ça c'est quand même plus brutal. Ça tire quand même plus nettement vers le black metal. Mais ça, c'est aussi un coup de cœur dans les dernières acquisitions. Alors on pourrait dire très brièvement que le black metal, nous en parlerons peut-être, c'est un genre intéressant également. Nous avons exploré la chose, ça on peut le dire. Ouais. Alors c'est un genre de musique, moi je dirais une espèce d'excroissance du death metal qui est apparu pourtant aussi très tôt, vers 87 avec Bathory. Mais bon, c'est vrai que c'est un genre intéressant qui est très vaste et qui a une production phénoménale comme le death metal. Ça n'arrête jamais. Alors moi, même sous la torture, je ne dirais rien. D'accord, très bien. Ah bah, il n'y aura pas de torture. Alors,
Nous y reviendrons peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de l'Islande? Ben, moi, je ne connais rien sur l'Islande. Alors, j'ai écouté cet album. Personnellement, ça ne m'a pas parlé du tout. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Des fois, on dirait un peu de Black, un peu de... Des fois, on dirait un peu Pink Floyd. Là, le morceau qu'on a réécouté tout à l'heure. Donc, nous allons mettre en post-prod aussi. Mais sinon, de l'Islande, je connais rien. Alors, autant Tonnerre, ça m'a beaucoup parlé, ou les autres albums, mais cet album-là, ça m'a pas parlé du tout. L'Islande, à part Björk et Lofey, qui est une chanteuse aussi, et puis Sugar Cube, qui était le premier groupe de Björk. Les Sugar Cups, ouais. Sugar Cups, c'est très bon d'ailleurs. Ouais, c'est Björk, chouette. en tout cas, les 3, 4, 5, 4, 5, 6 premiers albums de Björk, c'est assez exceptionnel. Ensuite, je trouve qu'elle a eu un melon qui a tellement gonflé, et je trouve qu'elle va un peu dans le n'importe quoi. Mais grande artiste, hein, beaucoup de talent. Son album Vespertine est exceptionnel, je vous le recommande, qui est sorti vers 2001. Un album que je réécoute encore régulièrement. Là, alors là, c'est la stratosphère. Ouh. Ok, donc c'était Solstafir. Ouais. Solstafir, Endless Twilight of Codependent Love. Bravo. C'est leur 7e album, je crois. Ouais, j'ai regardé un petit peu, mais Ils ont déjà de la bouteille. Hein. c'est dur de faire le tri parfois entre les démos, les projets annexes, je les écoute avec un immense plaisir et j'aime me plonger dans ce climat. Alors, ils chantent en islandais, cette fois, ce ne sont pas les textes qui m'ont séduit, c'est le climat. Ok. Excellent. Et mon dernier, alors voilà, pour conclure, je vais vous montrer mon petit dernier à moi. C'est aussi une musique de film, c'est la énième réédition de Creepshow, aussi chez Waxwork. Alors là, il y a le vinyle derrière, parce que justement, autant j'ai pu l'enlever et le remettre pour vendredi 13, mais celui-là, j'ai pas réussi à le remettre. Ils ont fait pourtant une pochette très grande, très solide, donc ça c'est bien pour le transport. Ah ouais, on dirait une couverture de BD quasiment. Hein. Voilà, exactement. Alors, Creepshow, c'est un film d'horreur très célèbre de George Romero, qui est sorti en 1982. Le compositeur, c'est John Harrison. Alors, étonnamment, John Harrison n'a pas produit énormément de choses, très peu en fait. Il a fait 2-3 BO, mais sinon, c'est un compositeur donc américain. Il est surtout musicien, il est réalisateur aussi, il est un peu multitalent, notre ami John Harrison. Alors, cette BO, ben, je l'écoute depuis jeune homme en fait. Elle est sortie en 82, j'ai découvert ça quand j'étais jeune homme. Une musique principalement au synthé, assez exceptionnelle. C'est moins difficile que Vendredi 13, mais ça reste quand même assez, je dirais, 3-4 dans l'échelle de difficulté, 4, je dirais. Euh, mais c'est une musique qui me hante depuis des années. C'est un disque de chevet, je réécoute régulièrement. Et là aussi, c'est comme pour Manfredini, c'est réédité pour la énième fois, un peu à droite à gauche. Je vous ai sorti là une réédition chez La La Land Records. Voilà, en CD, avec une très petite allusion à The Craft. Une allusion là? The Crate, pardon, The Crate. La bête qu'on voit là, elle est sorte du petit... donc, Creepshow, ce sont une succession d'histoires. Il y a 5 histoires. Et il y en a une qui s'appelle The Crate. Il y a un monstre comme ça qui est planqué dans une caisse en bois abandonné. C'est très rigolo. Ouais, j'y suis, ouais. Donc la musique de John Harrison, il y a du piano et il y a beaucoup de synthé et c'est exceptionnel. Une musique incroyable, d'une très haute inspiration.
multi-réédité. Donc à l'époque, il y a eu Evarès Sarabande. Alors bien sûr, un film très célèbre tiré des histoires de Stephen King en 82. Stephen King qui joue dans le film et il joue dans la deuxième histoire. George Romero, grand réalisateur de films d'horreur, il a fait la quadrilogie sur la nuit des morts vivants. Je vous recommande vivement cette BO si vous ne la connaissez pas. Multi-réédité. Et puis voilà, tu as creusé John Harrison, cette BO? Non, j'apprends là, je t'écoute studieusement. Ah, waouh, chacun son tour alors. Ok, mais en tout cas, voilà, je te la recommande, je vous la recommande. Très belle BO. Et puis voilà pour ce tour d'horizon de nos récentes acquisitions. On a essayé de partager avec vous notre plaisir de la musique, notre passion. Merci beaucoup Laurent de ta coopération, de ta participation, de m'avoir accueilli dans ton fief. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, on va réparer la chaise. Voilà.